François le Duc. Mes chers amis, qui leur a dit, vous aurez accès au fabuleux marché américain. Pour moi, Laurier est en train de se laisser séduire par les charmes de la réciprocité. Vous n'exagérez pas un peu, Monsieur Winters. Il faut être vigilant. En tant que président de la Chambre de commerce de l'Ontario, mon devoir est de protéger l'industrie canadienne. Avec l'appui de tous ceux qui partagent cet objectif. Pourrons-nous compter sur votre aide, Monsieur Sifton? Ça va m'être un peu difficile. Vous savez comme tout le monde que je suis très occupé avec la Commission des ressources naturelles. Ne croyez-vous pas qu'il est temps que ce pays se débarrasse de ce Canadien français catholique qui nous a dirigés depuis trop longtemps? Monsieur Laurier, merci de vous joindre à nous dans un moment aussi pénible. Je me devais d'être parmi vous pour partager ce deuil et vous offrir mes sympathies. Vous savez, il n'a jamais été malade. Pauvre François. Mon mari s'est sacrifié toute sa vie pour sa famille. Heureusement que Jérôme est là pour le remplacer. C'est lui qui sera le chef de famille maintenant. Je suis sûr qu'il accomplira cette tâche comme il a toujours fait son devoir. Comptez sur moi, Monsieur Laurier. Avec l'aide de Sophie, je vais continuer le travail que papa n'a pas pu achever. Je suis fier de toi, Jérôme. Ta femme va te seconder, tes enfants grandissent. Si je me rappelle bien, toi, tu t'appelles... Elisabeth, Monsieur Laurier. Et toi, tu t'appelles... Ne me dis pas. Charles. Le duc de père en fils. Et futur fermier, c'est la vocation de la famille. Je n'en suis pas sûre. Il fait son cours classique au collège de Saint-Boniface. Je sais pas encore ce que je vais choisir comme profession. Mais il faudrait pas attendre trop longtemps. Vous avez raison. Mais j'ai une petite idée. On peut la connaître. Ben... Charles pense souvent à rentrer chez les prêtres. C'est une merveilleuse idée. L'Ouest a besoin de s'appuyer sur un clergé fort. Le problème, c'est que je voudrais rentrer chez Montfortin. Mais pour ça, il faut que j'aille à l'extérieur de la province. Mais les Montfortins ont leur noviciat dans la région d'Ottawa. S'il ne change pas d'idée, Charles va se retrouver bien seul, vu qu'il n'est jamais sorti du Manitoba. Eh bien, je vous promets que s'il s'installe à Ottawa, ma femme et moi, nous en prendrons soin comme si c'était notre petit-fils. En tout temps, notre maison te sera grande ouverte, Charles. On ne sait comment vous dire merci, Monsieur Laurier. Au revoir à tout le monde. Et encore une fois, toutes mes condoléances. Monseigneur, votre congrès est une réussite éclatante. Si ce n'était pas de cette tension dans l'air, tout serait parfait. Je crois que la personnalité de Monseigneur Bourne, l'archevêque de Westminster,
y est pour quelque chose. Vous l'avez rencontré? Non. Si vous le permettez, je vais vous le présenter. Vous verrez ce que je veux dire. Je vous remercie. Monseigneur, permettez-moi de vous présenter le Premier ministre du Canada, Sir Wilfrid Laurier. Très honoré, Monsieur le Premier ministre. Monseigneur. Je vous félicite pour votre discours d'hier à l'Église. Il était modéré. Je vous remercie, Monseigneur. Malheureusement, je ne peux pas en dire autant de vos compatriotes. Les prêtres d'ici parlent davantage de la langue française que de la religion catholique. Ça m'étonne un peu, Monsieur le Premier ministre. Tout au long de notre histoire, la langue et la foi ont été intimement liées. Notre catholicisme en a gardé la marque. Je ne crois pas que nous devrions en rougir. Monsieur le Premier ministre, vous connaissez, je crois, Monseigneur Vannutelli. Éminence. Monsieur le Premier ministre, bravo pour votre discours. Je comprends maintenant pourquoi votre réputation a traversé les mers. Je vous remercie, Éminence. Et en tant que légat du pape, je veux vous transmettre l'invitation de sa sainteté, notre bien-aimé Pie X, à lui rendre visite lors de votre prochain voyage en Europe. Je suis très honoré et j'accepte de tout cœur. La piété des catholiques du Canada français est un exemple pour toute l'Église. N'est-ce pas, Excellence? En effet, Éminence. En effet. Nous tous qui sommes réunis ici ce soir, au cœur de la ville de Montréal, nous partageons le même souhait. Voir le catholicisme se répandre et se développer sur tout le continent. Pour ce faire, il est évident que le catholicisme doit cesser d'être intimement lié à la langue française. Il faut au contraire qu'à l'avenir, l'Église catholique utilise l'influence grandissante de l'anglais. Quel manque de tact. Qu'on me permette de résumer ma pensée. Dieu a permis que la langue anglaise se répandît dans tout le monde civilisé. Et elle a acquis une influence qui grandit toujours. Tant que la langue anglaise, les façons de penser anglaises, la littérature anglaise, en un mot, la mentalité anglaise tout entière, n'aura pas été amenée à servir l'Église catholique, l'œuvre rédemptrice de l'Église sera empêchée et retardée. Le Saint-Sacrement a pris possession du Canada dès l'origine du pays. Cet empire du divin maître s'est étendu graduellement. Mais il ne sera pas complet tant qu'un tabernacle n'aura pas été établi dans chaque groupe de ces colonies de l'Ouest canadien. Et tant que près de ce tabernacle, des fidèles fervents ne se seront pas réunis pour adorer dans la parfaite unité de leur foi leur Seigneur et leur Roi. Ne peut pas se lever tant que les doctrines du culte catholique ne vont pas porter la connaissance de chaque enfant de la nation canadienne dans sa langue maternelle. Je remercie l'archevêque de Westminster pour son intervention. Bourassa. Oui, Monseigneur Langevin. Vous êtes le seul ici à pouvoir laver l'affront que Monseigneur Pourne vient de faire aux Canadiens français. Comptez sur moi. Dont l'engagement religieux ne s'est jamais démenti. Un homme qui a combattu avec une fougue identique pour le triomphe de ses idées politiques autant que de ses idées morales,
le fondateur du journal Le Devoir, Monsieur Henri Bourassa. Éminence, mes seigneurs, mesdames, messieurs, depuis 2 jours, dans ces séances mémorables, des apôtres de l'Église universelle vous ont énoncé les vérités de la foi et prêché le culte de l'Eucharistie. Des chefs de l'Église canadienne ont rendu témoignage à la religion vivante de leur peuple. Sa grandeur a parlé de la question de langue. Elle nous a peint l'Amérique tout entière comme vouée dans l'avenir à l'usage de la langue anglaise et au nom des intérêts catholiques. Elle nous a demandé de faire de cette langue l'idiome habituel dans lequel l'Évangile serait annoncé et prêché au peuple. Soyez sans crainte, vénérable archevêque de Westminster. Sur cette terre canadienne, particulièrement sur cette terre française de Québec, nos pasteurs, comme ils l'ont toujours fait, prodigueront aux fils exilés de votre noble patrie, comme à ceux de l'héroïque Irlande, tous les secours de la religion dans la langue de leur père, soyez-en certains. Mais permettez-moi de revendiquer le même droit pour mes compatriotes, ceux qui parlent ma langue, non seulement dans cette province, mais partout où des groupes français vivent à l'ombre du drapeau britannique, du glorieux étendard étoilé, et surtout sous l'aile maternelle de l'Église catholique, de l'Église du Christ. De l'Église du Christ, qui est mort pour tous les hommes, et qui n'a imposé à personne l'obligation de renier sa race pour lui rester fidèle. Mais, dira-t-on, vous n'êtes qu'une poignée. Vous êtes fatalement destinés à disparaître. Pourquoi vous obstiner dans la lutte? Nous ne sommes qu'une poignée, c'est vrai. Mais ce n'est pas à l'école du Christ que j'ai appris à compter le droit et les forces morales d'après le pouvoir et par les richesses. Nous ne sommes qu'une poignée. Mais nous comptons pour ce que nous sommes. Et nous avons le droit de vivre. Depuis 1900 ans, il n'y a pas eu de pape hébreu, de pape romain, de pape italien, de pape français, mais le pape, père de toute la grande famille catholique. Montons plus haut. Montons jusqu'au calvaire. Et là, sur cette petite montagne de Judée, qui n'était pas bien haute dans le monde, apprenons la leçon de tolérance et de la vraie charité chrétienne.
Wilfrid. C'est incroyable tout le vacarme qu'on fait autour du discours à Notre-Dame. Même ici, à Arthabasta, c'est le sujet du jour. Mais je sais. C'est Bourassa qui incarne maintenant les vraies aspirations du peuple canadien-français. Le temps d'un discours seulement. Ne te laisse pas abattre, Wilfrid. Réagis. Reprends la place que tu as toujours occupée. Oh, ne t'inquiète pas. Je vais organiser une grande assemblée bientôt à Montréal. Je vais rappeler à la foule que moi aussi, j'ai certains dons pour l'éloquence. J'en doute pas un seul instant, mais est-ce qu'un discours peut calmer l'influence croissante des nationalistes? Imagine s'ils décidaient de te faire la lutte au fédéral. Eh bien, s'ils veulent se battre sur mon propre terrain, je les attends. À la première occasion, je déclenche une élection complémentaire. Je vais leur clouer le bec. Viens. Viens ton ballon, mon grand. Hé, un beau garçon, toi. Allez. C'est beau de te voir t'amuser comme un enfant. Il en faut au moins un par famille. Oh, Zoé, c'est une blague. Je te promets que je recommencerai plus jamais. Je vais être sage comme une image. Tu vois, tu recommences. Monsieur Bourassa, on l'a vu lors de son discours à Notre-Dame, est maintenant devenu un porte-parole de ces nouveaux pharisiens du catholicisme. Ceux qui se sont institués les défenseurs d'une religion que personne n'attaque. Ceux qui se servent du goupillon comme d'un gourdin. Ceux qui se sont arrogés le monopole de l'orthodoxie. Ceux, enfin, qui excommunient de gauche et de droite quiconque les dépasse un peu. Il n'y a pas que la religion. Bourassa vous attaque aussi sur la loi de la marine. Oui, je sais. Et à ce sujet, il fait bon ménage avec le chef des conservateurs au Québec, M. Monk. Qu'est-ce que vous leur répondez? Eh bien, monsieur, j'offre mes sympathies à Monk, captif de Bourassa, et à Bourassa, captif du passé. Ces deux messieurs ont décidé de s'opposer à notre loi sur la marine, qui, elle, est en parfait accord avec la politique de 1902, approuvée par ces mêmes messieurs, Monk et Bourassa. Cette loi décrète simplement que le gouvernement canadien doit voir à la formation d'un service naval entièrement contrôlé par le gouvernement canadien. Il n'y a pas un seul mot qui accorde à la Grande-Bretagne ce qu'elle exigeait en 1902, c'est-à-dire la formation d'une marine de guerre mise à la disposition du War Office. Pas un mot. Armand, qu'est-ce que tu fais là, toi? Monsieur Laurier, je ne suis pas d'accord avec les propos que vous avez tenus au sujet de Monsieur Bourassa, mais dans mon compte-rendu au devoir, je soulignerai que votre éloquence demeure l'une de vos armes les plus puissantes. C'est une bien mince consolation. Alors, messieurs les nationalistes, toujours en guerre contre moi, je m'apprête à nommer ton oncle Louis sénateur. C'est un de ses vieux rêves. Cette nomination va donc libérer le comté de Drummond-Arthabasca. Ce qui veut dire qu'il s'y tiendra bientôt des élections complémentaires. Le plus tôt possible. Vous ne courez pas un bien grand risque. Ce comté est vendu d'avance aux libéraux. Essayez de renverser la vapeur. Comment vont tes parents? Papa a été très déçu de ne pas avoir été nommé juge en chef. En toute justice, je ne pouvais pas faire autrement. Et ta mère? Elle traverse en ce moment une période assez sombre. Elle répète constamment qu'elle se sent de plus en plus inutile. Elle se fait des idées. Il faut lui trouver des distractions, l'entourer davantage, lui témoigner beaucoup d'affection. Tu verras. Elle saura remonter la pente.
Si vous pouviez dire vrai. Ce cher Laurier m'offre un corps à corps avec lui. J'accepte. Nous allons présenter un candidat nationaliste, Armand. Si nous sommes assez habiles pour exploiter le ressentiment de nos concitoyens face à la loi de la marine, nous avons peut-être une chance de l'emporter. Évidemment, une défaite des libéraux dans Drummond-Arthabasca serait une victoire colossale pour nous. Et si on veut mettre toutes les chances de notre côté, il nous faut présenter un candidat qui est déjà la fierté du comté. Et à qui songes-tu, Henri? Devine, Armand. Ah, maman. Je voulais justement voir comment tu allais. Pas très bien. Mais comme c'est pas dans ma nature de broyer du noir éternellement, je vais me changer les idées. Je vais voir une exposition de peinture. Comme je suis content de te voir dans d'aussi bonnes dispositions. Je venais pour te demander un conseil, mais ça peut attendre. Je reviendrai une autre fois. Pas du tout. Tu veux un conseil? Viens. Viens t'asseoir. Tu veux une tasse de thé? Non? Alors je t'écoute. Bourassa voudrait que je sois candidat dans Drummond-Arthabasca. Si je refuse, nous devrons nous rabattre sur un inconnu. Si je faisais la lutte à Laurier, maman, ce serait une lutte honorable. Tu veux mon avis? Fais une croix sur cette candidature. Je ne sais pas, je vais y songer. C'est ça. Pense-y. Et pour te changer les idées, tu viens avec moi à la galerie Wilson. Qui expose? Clarence Gagnon. Oui, qu'est-ce que c'est? Ah, Armand! Alors, la décision est prise? Henri, j'ai consulté plusieurs personnes de mon entourage et j'en suis venu à la conclusion que je ne dois pas me présenter contre le candidat de Laurier. Mais tonnerre de Dieu, pour quelle raison? Il serait ingrat de ma part de me présenter contre un homme qui a tout fait pour moi, qui a même payé de ses deniers pour ma réussite. Armand, je comprends pas. Ce sont des scrupules qui arrivent bien tard. Ce ne sont pas des scrupules. C'est de l'angoisse. Je voudrais tellement voir plus clair dans mon passé. Je rêve de pouvoir clarifier cette haine doublée d'admiration qui me relie si fort à Laurier. Quelque chose me dit qu'il ne faut pas remuer ses eaux troubles. Alors, je m'excuse de m'être laissé emporter tout à l'heure. Comment avons-nous fait pour perdre une élection gagnée d'avance? Sans doute une humeur passagère. Les électeurs profitent souvent d'une élection complémentaire pour protester. Nous allons vite retomber sur nos pieds. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard. T'as déjà eu affaire à des déceptions plus graves. Et t'as toujours su t'en saisir. Bon, avez-vous envoyé un télégramme à M. Laurier? Oui, il est parti il y a 10 minutes. Le président des États-Unis lui-même. Nous allons négocier avec M. Taft. J'arrive pas encore à le croire.
Monsieur le Président. Monsieur le ministre, j'ai décidé moi-même de prendre en main ces négociations commerciales avec le Canada, car je suis convaincu que nos deux pays ont des intérêts commerciaux communs. Il ne reste plus qu'à mettre au point les modalités de cet accord. Messieurs, au travail. Monsieur l'orateur, le ministre des Finances a maintenant le plaisir d'annoncer à la Chambre des communes une excellente nouvelle qui devrait rallier tout le monde, y compris le chef de l'opposition, ainsi que tous les journalistes de la Galerie de la Presse. Monsieur l'orateur, après des négociations intensives menées auprès du président des États-Unis lui-même, M. Taft, je suis fier de vous annoncer qu'il y a maintenant une entente de réciprocité commerciale entre nos deux pays. Et j'ai l'intention de faire ratifier cette entente par le Parlement le plus tôt possible. Messieurs, une seule et même préoccupation nous unit. La prospérité de chacune de nos industries, de nos manufactures, de nos entreprises. Si les politiciens qui nous dirigent se mettaient dans la tête d'ouvrir un peu trop nos frontières aux produits américains, nous savons que ce serait catastrophique pour nous. Les hommes politiques ne nous laissent pas le choix des moyens. Il faut nous préparer à intervenir au besoin lors de la prochaine lutte électorale. Heureusement, il reste encore des libéraux lucides. Et je veux parler de M. Clifford Sifton, qui nous honore de sa présence. Je suis contre la réciprocité parce que je n'y crois pas. Pourtant, vous y avez déjà cru. Les circonstances ne sont plus les mêmes. Tous ceux qui ont des intérêts personnels dans l'industrie des chemins de fer ont peur de la réciprocité. À tort, d'ailleurs. Les échanges entre le Canada et les États-Unis n'auront pas pour effet de diminuer les échanges d'Est en Ouest à l'intérieur de notre pays. Cette réciprocité portera un coup mortel à nos manufacturiers. Je ne suis pas de votre avis. Il n'y a pas que les manufacturiers qui vont profiter de cette entente. Tous nos agriculteurs, entre autres, verront s'ouvrir pour leurs produits d'énormes marchés. Ce n'est pas nécessaire. Tous ces produits ont en ce moment un marché adéquat. Non. Je ne peux pas le croire. Vous, Sifton, qui avez recruté des fermiers partout dans le monde pour peupler les immenses terres fertiles de l'Ouest, vous osez dire maintenant que vous êtes satisfait des marchés actuels? J'ai donné les meilleures années de ma vie précisément pour le développement de l'Ouest canadien, et non pas pour qu'il devienne le 47e État des États-Unis. D'ailleurs, le président Taft lui-même ne s'est pas gêné pour l'affirmer publiquement. Oui, mais vous oubliez qu'il s'est empressé de dire que les mots avaient dépassé sa pensée. De toute manière, vous savez très bien que la conquête du marché américain nous fera perdre nos avantages commerciaux avec l'Angleterre. Sifton, cette discussion est stérile. Ma décision est irrévocable. La réciprocité sera l'une des pierres d'assises de mon gouvernement. Monsieur Laurier, j'ai l'intention de combattre cette entente de toutes mes forces et de faire tout en mon pouvoir pour qu'elle ne soit jamais approuvée par le Parlement. Nous n'avons plus rien à nous dire, Sifton. En effet, Monsieur le Premier ministre. Avant que Sifton ne mêle les cartes, je crois qu'il serait prudent de faire adopter la réciprocité le plus tôt possible en Chambre. Allons, William. Pourquoi faire voter cette loi à toute vapeur? La question est trop importante pour éviter qu'on en débatte au grand jour. Et vous devez partir pour Londres en mai.
Si le débat n'est pas terminé à ce moment-là... Ah, nous suspendrons les chambres pour l'été et nous reprendrons les discussions à mon retour. Mais l'opinion publique risque de s'échauffer. Je n'ai jamais craint l'opinion publique. Au besoin, nous déclencherons des élections. La réciprocité va nous faire un thème en or. J'ai toujours été impressionné par la grandiloquence de ce peintre, mais ici, le côté théâtral vous subjugue au premier coup d'œil. Malheureusement, ce n'est pas l'original. N'empêche que cette copie est superbe. Cette comédienne préfigure déjà un siècle plus tôt la naissance d'une autre grande actrice, Sarah Bernhardt. Tout à fait juste, Monsieur le Premier ministre. Je me suis laissé dire que votre galerie possède un Murillo. En effet. Ah, Murillo, dernière manière. Quelle sensibilité. Quelle ironie dans ce tableau. Vous êtes un connaisseur, Monsieur Laurier. J'ai toujours été ému par le regard d'un enfant. Venant d'un grand-père, c'est très émouvant. Vous avez eu beaucoup d'enfants? Hélas. Ma chère Zoé, Londres est bien triste sans toi. Les fêtes du couronnement de George V succèdent à la conférence impériale qui s'est bien déroulée. Je crois que j'ai fini par imposer ma conception d'association impériale basée sur l'autonomie des dominions. J'ai agi avec toute la fermeté possible et j'ai obtenu le support de l'Australie, de l'Afrique du Sud et de Terre-Neuve. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Le mot de la fin n'a pas été dit. Tu devrais remettre ta veste, le temps rafraîchi. Une fois pour toutes, Émilie, vas-tu cesser de couvrir Armand? C'est plus un bébé. C'est mon fils, je le traiterai comme bon me semblera. Si la santé d'Armand t'importe peu, ça te regarde. Écoute, maman, j'ai 31 ans. Il me semble que... Si le fait que je m'occupe de toi te dérange. Mais non, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Enfin, Qui s'est définitivement détaché de nous? il va bien falloir que ça arrive un jour. Eh bien, c'est arrivé. Viens-t'en, Joseph, on rentre à l'hôtel. Tu vois, t'exagères encore. Ça suffit, chers parents. C'est la Saint-Jean, et je veux qu'on se réjouisse en famille. Ah, c'est Monsieur Lavergne. Bonjour, Monsieur Lavergne. On veut pas vous déranger longtemps. Ah, les jeunes ne me dérangent jamais. Les plus âgés non plus, d'ailleurs. Je vous présente mon père et ma mère. Enchanté, monsieur, madame. Et que pensez-vous du prétendu succès qu'aurait obtenu Laurier à la conférence impériale? En tout cas, lui doit être bien content. Il vient encore devant notre pays aux Anglais. Vous y allez un peu fort. Je ne veux pas en entendre davantage. C'est l'enthousiasme de la jeunesse, maman. Oh, moi, la politique m'intéresse de moins en moins. Viens-t'en, Émilie. Messieurs? Je pense qu'on les a choqués. C'est de leur âge. Que Laurier se montre le bout du nez à Québec. On va lui faire savoir ce qu'on pense de sa politique impériale et de sa marine. Oui, vous aurez l'occasion de le faire puisqu'on parle de plus en plus d'élections. Et comme il est député de Québec-Est... Les élections? Jamais de la vie. Laurier aurait trop peur de les perdre. Il s'accroche au pouvoir, le vieux. Vous êtes impitoyable. En tout cas, monsieur Lavergne, nous autres, on est avec vous de tout cœur. Vive Lavergne! Vive Bourassa! Vive Bourassa! Vive Bourassa! Vive le Canada français! À bas Laurier! À bas la marine mouillée! Vive Bourassa! Vive Lavergne! Entrez. Monsieur, la réunion commence dans 10 minutes. Merci, Germain. Monsieur Lapointe voudrait vous parler. Qu'il entre. Tu voici. Oui. Bonjour, Monsieur Laurier. Bonjour, Ernest. J'arrive de Montréal, où je travaille avec Rodolphe Lemieux à l'organisation de notre campagne dans le Québec. Monsieur Lemieux vous prie de l'excuser, il est retenu là-bas. Le travail est plus considérable que prévu.
Évidemment. Pour la première fois, nous avons affaire à une opposition bien organisée. Les conservateurs et les nationalistes qui unissent leurs efforts contre nous. Ils ont beaucoup d'emprise sur l'opinion publique. Quand même, Ernest. De là à provoquer notre défaite, je demeure convaincu que le reste du Canada penchera de notre côté. C'est loin d'être sûr. Même si l'Ouest nous est acquis, l'Ontario commence à flancher. Nos troupes s'énervent de plus en plus. Il faudrait trouver un nouvel élan, un nouveau souffle pour cette campagne. Nous pensons que vous devriez prendre davantage le devant de la scène. Enflammer les électeurs avec des discours comme vous seul pouvez en faire. Moi, je veux bien faire des discours, mais je trouve que les foules sont moins réceptives qu'avant. N'oubliez pas que nous nous sommes laissés distancer par les conservateurs et les nationalistes qui sont en campagne depuis plusieurs mois. Allons-nous pouvoir rattraper le temps perdu? Entrez. Bonsoir, messieurs. Je suis venue aux nouvelles. Bonsoir, Zoé. Je viens de croiser quelques-uns de vos collaborateurs. On semble bien nerveux. Ce n'est pas de la nervosité, madame. C'est plutôt de la fébrilité. Et pour cette campagne, notre machine électorale est mieux huilée que jamais. Mais je me suis laissé dire que la Colombie-Britannique donne des signes d'hésitation. Ce sont des rumeurs non fondées. Rodolphe me disait encore récemment que nos ministres de l'Ouest organisent là-bas une offensive qui va nous apporter des résultats spectaculaires. Wilfrid, c'est la première fois que tu fais preuve d'une confiance aussi débordante à la veille d'une élection. Si je manifeste autant de confiance, c'est parce que nous proposons aux électeurs une politique qui va rendre le Canada plus prospère que jamais. Comment veux-tu que les Canadiens votent contre leur bien-être? Puisses-tu dire vrai? En politique, les excès de confiance sont parfois dangereux. Le doute est encore pire. Oui, peut-être. Je te laisse à ta réunion. Avant de rencontrer nos troupes, voulez-vous me dire ce qui va pas en Ontario et en Colombie-Britannique? On y va. Homer! Armand! Tiens, regardez. Nous venons de recevoir une nouvelle série d'abonnements de Toronto. Notre journal n'a jamais été en aussi bonne posture financière. Même les Anglais nous considèrent comme les porte-paroles officiels du Québec. Tiens, écoutez ça. La puissance de Laurier, cet homme du juste milieu, des honorables compromis, des fausses solutions conciliatoires, s'évapore comme la rosée du matin sous un chaud soleil. Quel style! Du Bourassa à son meilleur. Bravo! Messieurs, avec sa réciprocité, Laurier est en train de nous faire passer la tête dans un nœud coulant. À mon avis, le libre-échange constitue une régression, entraînant la subordination commerciale, la destruction de notre idéal national et un abaissement de notre situation enviable en tant que pays de l'avenir au sein de l'Empire. Chers électeurs de la belle ville de Rimouski, je suis fier de vous présenter notre Premier ministre, Sir Wilfrid Laurier. Chers électeurs, à l'occasion de cette élection, nos adversaires nationalistes tentent de ramener sur le tapis la question de la marine. Ils savent fort bien que l'enjeu de cette campagne, c'est la réciprocité. Ils évitent d'en parler parce que les Canadiens approuvent cette mesure qui apportera une plus grande prospérité au pays. D'autres adversaires, les conservateurs cette fois, prétendent que la réciprocité va nous mener tout droit à l'annexion aux États-Unis. Au contraire, elle va nous rendre plus riches, donc plus puissants. Et puis, nous pourrons garder nos liens commerciaux avec l'Angleterre. Non, l'industrie canadienne n'est pas menacée par la réciprocité.
puisqu'elle ne porte que sur les produits naturels. La réciprocité va aider nos fermiers, renforcer l'Ouest et ainsi consolider l'unité nationale. Chers citoyens de Rimouski, laissez-moi vous présenter un nationaliste de toujours, Armand Lavergne. J'ai quitté Laurier lorsque j'ai compris qu'il était un traître. Et je défends maintenant mes idées à l'Assemblée législative de Québec. Mais je suis heureux de venir prêter main forte à mes collègues nationalistes qui luttent sur la scène fédérale pour débarrasser le pays de Sir Wilfrid Laurier. Je suis marqué au Québec comme un traître aux Canadiens français et en Ontario comme un traître aux Canadiens anglais. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis un Canadien. Le Canada a été l'inspiration de ma vie. J'ai toujours prôné une politique de véritable canadianisme, de modération et de conciliation. Laurier a déjà perdu le Canada anglais. Il est en train de perdre la province de Québec. Voyez-les, ces valeureux libéraux. Pour remplir leurs salles, ils sont obligés de louer des trains qui amènent les mêmes partisans de meeting en meeting. Alors qu'à nos assemblées, c'est spontanément que les foules viennent nous entendre et nous applaudir. C'est ça, la véritable force politique. Mon ami Bourassa et moi, nous travaillerons jusqu'à la fin de cette campagne. Et je convie tous ceux qui le peuvent à venir à Montréal assister à notre assemblée finale le soir du 19 septembre. Cette assemblée se tiendra à l'Arena Ontario et elle promet d'être historique. Bravo pour votre discours, M. Laurier. Dommage, il n'y a pas eu plus de monde pour vous applaudir. Ne vous inquiétez pas, nous allons remonter la pente. J'en suis sûr. Bonne chance. Merci. J'ai parlé à Rodolphe Lemieux. Et pour notre assemblée finale, nous allons vous organiser une manifestation monstre. Tous vos ministres vous entoureront. C'est sûr que ça va faire beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit pour rien. Alors, Rodolphe, tout est prêt? Nous pouvons partir? Oui, les bagages sont faits. Vos papiers sont sur le lit. Demain, à Québec, c'est notre dernière assemblée. Il faut que je sois dans une forme éblouissante. Vous le serez. Je suis sûr que vous allez vous dépasser. L'homme à la langue d'argent va galvaniser les foules. Venez, le chauffeur va nous conduire à la gare Vigée. Mon cher Rodolphe, si je t'avais pas, je sais pas ce que je ferais. À ce compte-là, je serai encore ministre dans votre prochain cabinet. Oui, des bagages. Rodolphe, des bagages. Viens-t'en. Nous sommes battus, Monsieur Laurier. Je sais.
Nous avons perdu 70 sièges en Ontario jusqu'à maintenant et 24 au Québec. Et dans les maritimes, Fielding lui-même est en difficulté. Je prends sur mes épaules l'entière responsabilité de cette défaite. Les Canadiens se sont trompés et s'en rendront compte rapidement. Je voudrais bien qu'ils t'entendent. Merci pour tout, Rodolphe. Il a raison. C'est lui le grand responsable de la défaite. C'est faux, voyons. Cet homme-là a façonné le Canada. Oui, mais cette fois-ci, il s'est pas pris de la bonne façon. Allez-vous vous taire? On n'aurait pas dû faire campagne sur la réciprocité. C'est une idée dépassée. Laurier n'est plus l'homme de la situation. Le peuple s'en est rendu compte. Ça suffit. Vous avez entendu? Oui, Laurent Olivier. Je viens d'apprendre que la défaite mène directement à la solitude. Mais nous sommes là, Wilfrid. Vous savez bien que nous ne vous abandonnerons jamais dans de pareilles circonstances. J'avais besoin que quelqu'un me dise ça. Merci, Laurent Olivier. Et c'est justement toi, mon meilleur ami, qui... L'amitié. C'est faire de ça. Une fin de carrière abrupte s'annonce pour le premier Canadien français élu Premier ministre du Canada. Laurier, dernier épisode, demain 20h, Maritime 21h. Et mardi prochain, à la même heure, faites la connaissance d'une jeune femme audacieuse dans une nouvelle mini-série amusante d'amour et d'argent en 3 épisodes, dès mardi prochain.